Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Le Mur d'Adrien qui a été voté par nos supporters Patreon. C'est un jeu qui a été édité en 2021 par Garfield Games et qui a été traduit en français par Pixie Game et qui est distribué au Québec par ILO 307. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Bobby Hill qui se joue de 1 à 6 joueurs et dont les parties vont durer entre 60 à 90 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire en développant son fort. C'est un jeu dans la famille des Flip and Ride, donc c'est un jeu à cocher sur lequel on va avoir deux immenses feuilles qui représentent notre forteresse, sur lesquelles on retrouve plusieurs pistes. On va donc développer ces pistes et avancer sur celles-ci pour pouvoir améliorer notre fort, déclencher des combos, gagner des bonus et essayer de marquer le plus de points. On pourra construire des bâtiments, développer notre revenu et faire plein de choses pour essayer de se défendre aussi contre les envahisseurs. Donc on a un petit élément de Tower Defense à l'intérieur du jeu. Donc à chaque manche, il va y avoir des envahisseurs et ils vont se frotter à nos défenses. Sinon, on va gagner de la disgrâce si on ne réussit pas à repousser tous les attaquants. Donc, le mur d'Adrien, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de mars 2022, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Wrath of the Lich King. On va installer une partie en solo. Premièrement, le joueur va se prendre deux feuilles qu'il va placer les unes à côté des autres pour former son plateau personnel qui représente le fort qu'il va essayer de développer pendant la partie pour faire le plus de points. Il va aussi se prendre un plateau personnel qu'il va placer juste au-dessus de ces deux feuilles et un deck de cartes joueurs à sa couleur qu'il va mélanger pour se faire une pioche personnelle. On va aussi faire une réserve avec les jetons de ressources ainsi que les 4 types d'ouvriers dont les serviteurs en mauve, les civils en jaune, les bâtisseurs en bleu et les légionnaires en noir. On va mélanger les cartes destin pour former une pioche qu'on va placer face cachée sur la table. Et comme on joue en solo, on va avoir besoin d'un paquet de cartes joueurs d'une couleur neutre qu'on va aussi placer sur la table qui va former la pioche neutre. Les joueurs auront aussi besoin d'un crayon qui n'est pas fourni dans le jeu. Et ensuite, avant de commencer, on va déterminer la difficulté de notre partie qui va déterminer la force des attaques des Pictes à chaque manche dans le jeu. On va évidemment commencer par une partie difficulté facile pour notre exemple. Cela va tout simplement déterminer quelle couleur de drapeau on va utiliser lorsqu'on va faire les attaques à la fin de chaque manche. Dans la difficulté facile, on va se fier aux numéros qui sont dans les drapeaux verts de notre plateau joueur. Une partie du mur d'Adrien se joue en 6 manches qu'on va appeler des années. À chaque année, on va retourner une carte destin qui va donner un certain nombre de ressources et certains ouvriers de chaque couleur à tous les joueurs qu'ils vont placer sur leur plateau personnel et qu'ils pourront utiliser pour faire des actions dans cette année. Les joueurs devront ensuite piocher 2 cartes de leur deck personnel, une qui sera utilisée comme carte prospection, qui va leur donner des ressources ainsi que des ouvriers supplémentaires, et une autre carte qui sera glissée sous leur plateau personnel et qui va devenir un objectif de scoring pour la fin de la partie. Le joueur tombe ensuite dans sa phase d'action et c'est là qu'il va utiliser tous les ouvriers et toutes les ressources qui sont à sa disponibilité pour pouvoir effectuer des actions sur les 2 feuilles de son plateau personnel pour pouvoir développer et faire progresser son fort. C'est un jeu de pistes, donc on va avancer sur différentes pistes qui vont souvent nous donner des bonus, qui vont nous faire gagner différents ouvriers, différentes ressources, qui vont nous faire avancer une autre piste et on va tenter de se développer et de faire des combos pour essayer de marquer le plus de points à la fin de la partie lorsqu'on aura terminé les 6 manches. À la fin de chaque manche, on va aussi se faire attaquer par les Pictes, donc on devra avoir fortifié nos défenses pour pouvoir les vaincre, pour pouvoir gagner des points de vaillance. Sinon, on va devoir gagner des points de disgrâce si on n'a pas des assez bonnes défenses, ce qui peut nous enlever des points à la fin de la partie. Donc, à la fin des 6 manches, le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur si on joue en multijoueur. Mais ici, comme on joue en solo, on va se référer au tableau qui est dans le livret d'instructions pour savoir si on a bien performé dans notre partie.
Chaque manche se sépare en 3 phases. La première phase est la mise en place d'une année. Donc, premièrement, on va retourner la première carte du paquet Destin et on va regarder la section du bas qui va nous dire les ressources qu'on va avoir au début de cette année. Donc ici, on va commencer avec une ressource. On va avoir 2 civils, on aura 3 serviteurs, on va avoir un bâtisseur et un légionnaire. Donc, on va mettre tous ces ouvriers et ces ressources sur notre plateau personnel. Ensuite, le joueur va piocher les 2 premières cartes de son paquet joueur et va choisir une des 2 cartes qu'il va placer comme carte de prospection face visible à droite de son plateau personnel. La deuxième carte sera glissée sous son plateau dans l'emplacement qui correspond à l'année qu'on est en train de débuter. Donc ici, c'est l'année numéro 1. Et cette carte va devenir un objectif de fin de partie pour scorer des points. Lorsqu'on va avoir placé nos 2 cartes, sur la carte qu'on a choisie en prospection, on va regarder la section qui est dans le bas, où il y a aussi des ouvriers et des ressources, et on va gagner ces ouvriers et ces ressources qu'on va ajouter sur notre plateau joueur. Donc ici, on aura une ressource supplémentaire, ainsi qu'un autre serviteur. Et comme on fait une partie solo, on va retourner les 2 premières cartes du paquet neutre et on va les placer sur la table. Elles vont simuler 2 voisins avec qui on va pouvoir commercer pour obtenir la marchandise ou bien le schéma d'exploration avec certaines actions. Et pour terminer la mise en place de l'année, les joueurs vont obtenir les revenus qu'ils ont réussi à débloquer sur leur feuille de jeu. Au début de la partie, les joueurs ont seulement un revenu de ressources, donc dans la piste de production. Ici, on voit qu'il y a déjà une case d'encerclé, donc on va gagner une ressource supplémentaire qu'on va placer sur notre plateau joueur. Plus tard dans la partie, les joueurs pourront avoir une plus grande production, donc on va gagner plusieurs ressources dans la phase de revenus. Ils pourront aussi avoir construit des hôtels pour pouvoir gagner des civils. Ils pourront avoir construit des ateliers pour gagner des bâtisseurs et construit des routes pour pouvoir gagner des attributs. Donc, c'est d'autres sortes de revenus qui pourront être débloqués en cours de partie. On arrive ensuite à la deuxième phase, qui est la phase d'action. C'est là que les joueurs vont utiliser les différentes ressources ainsi que les types d'ouvriers pour exécuter des actions sur leurs 2 feuilles pour faire progresser les pistes et développer leur fort. Il y a environ 35 pistes différentes sur les 2 feuilles de jeu. De manière générale, les pistes doivent être remplies de gauche vers la droite et on ne peut pas sauter de cases. Lorsqu'on va remplir une case qui est vide, on n'obtiendra rien, mais lorsqu'on va remplir une case qui a différents symboles, on va gagner les différents symboles en bonus. Ça peut être des bonus qui nous donnent des ressources, ça peut être des bonus qui nous donnent différents types d'ouvriers qu'on va gagner immédiatement, ou ça peut être des bonus qui vont aller nous faire progresser dans une autre piste sur notre feuille. À ce moment-là, on va aller cocher une case dans la piste correspondante. Pour pouvoir faire une action, on doit dépenser les ressources et les ouvriers qui sont indiqués sur les bannières brunes qui sont dans le début de chacune des pistes. Donc, il y a des pistes un peu partout sur les 2 feuilles. Par exemple, si je veux progresser sur la piste de mine et forêt, je dois dépenser un serviteur. Donc, si j'enlève un serviteur de mon plateau personnel, ça va me permettre d'aller cocher la première case qui n'a pas encore été cochée sur cette piste. Ici, c'est une case blanche, donc je ne gagne rien. Mais si je refais cette action une autre fois, en dépensant un autre serviteur, je vais pouvoir aller cocher la deuxième case qui contient 2 icônes, donc une brique qui va me donner tout simplement une ressource que je vais ajouter sur mon plateau et je vais progresser sur la piste de production qui est associée à l'icône du marteau. Donc le marteau qui est ici sur la piste de production, on va donc aller encercler la deuxième case, ce qui va augmenter mon revenu de ressources pour le reste de la partie. Et les joueurs vont continuer à enchaîner différentes actions jusqu'à temps qu'ils aient réussi à tout dépenser les ressources et les ouvriers qui sont à leur disposition pour cette manche. Maintenant, regardons en détail toutes les actions qu'on va retrouver sur la première feuille, celle qui est à notre gauche. Donc, premièrement, dans le haut de cette feuille, on retrouve les cohortes. Donc, on a 3 pistes de cohortes. On a la cohorte de gauche, la cohorte du centre et la cohorte de droite. Les 3 pistes de cohortes sont considérées comme 3 pistes indépendantes les unes des autres. Donc, je peux commencer par cocher une case dans celle du centre, ensuite aller cocher une case dans celle de gauche, venir cocher la deuxième case dans celle du centre et ainsi de suite. On n'a pas besoin d'avoir terminer une cohorte pour pouvoir aller remplir une autre. Les cohortes représentent nos défenses premières contre les invasions des Pictes et on devra les développer pour pouvoir repousser les attaques de ceux-ci à la fin de chaque année. Les cohortes sont identifiées avec l'icône du bouclier romain qu'on retrouve ici. Donc lorsqu'on va gagner une icône comme ceci, par exemple dans la piste de garde du mur, lorsque je vais cocher cette case,
je vais gagner un point dans une de mes cohortes, ce qui me permettrait d'aller cocher la première case dans n'importe quelle de mes 3 cohortes. Plus on va avoir de cases cochées, donc chaque case cochée va pouvoir repousser une attaque de Picte à la fin de l'année. De plus, on retrouve certains bonus dans les cohortes, donc on peut premièrement gagner des points de discipline, qui est le petit casque romain. La piste de discipline fait partie des 4 attributs qui sont dans le bas de notre feuille, qui sont les 4 pistes principales pour le scoring de fin de partie. Donc chaque point d'attribut va nous donner un point de victoire. Donc si j'étais rendu à cocher la case où il y a l'icône de discipline, donc ça me permettrait d'aller cocher la première case de la piste de discipline ici dans le bas de ma feuille. Et on retrouve aussi des icônes de vaillance, qui est le petit aigle noir, qui est une autre piste d'attributs qu'on retrouve dans le bas de notre feuille, qui elle aussi va nous donner un point de victoire par point de vaillance rempli à la fin de la partie. Vous remarquez qu'il n'y a pas de coût au début des pistes de cohorte, c'est qu'on ne peut pas dépenser des ressources ou des ouvriers pour faire avancer nos cohortes. On doit obligatoirement aller chercher les bonus avec l'icône de bouclier romain. Il y en a qui se trouvent dans la piste de garde du mur, il y en a qui se trouvent dans la piste du Sipi, ainsi que dans la piste des murs de notre feuille, ainsi que dans le fort. Pour la piste de la mine et de la forêt, son coût est d'un ouvrier mauve, donc un serviteur, et ça me permet d'aller cocher la prochaine case. Il y a beaucoup de cases vides dans cette piste, mais on a aussi à chaque 3 cases, on a une case qui va augmenter notre production de ressources, et on va aussi immédiatement gagner une ressource à cause de l'icône de la pierre. Pour la piste de garde du mur, donc cette piste est représentée par l'icône de l'épée. Donc si on coche une case avec une icône d'épée, on va venir cocher une case sur cette piste. Ou on peut aussi dépenser un légionnaire, donc les ouvriers noirs, pour pouvoir faire une action et avancer sur cette piste. C'est une piste qui va principalement nous donner des cohortes. Donc il y a beaucoup d'icônes de bouclier pour faire avancer nos cohortes. Et on retrouve aussi des icônes de discipline qui vont pouvoir faire avancer notre piste pour scorer des points. Les 3 prochaines pistes, c'est-à-dire le Sipi, le mur ainsi que le fort, sont 3 pistes qui sont interreliées les unes avec les autres. On voit qu'il y a des chaînes qui relient les cases du Sipi à des cases du fort, et c'est la même chose avec le mur. On a des chaînes qui relient les cases du mur à des cases du fort. On ne peut donc pas construire une case dans le Sipi ou dans le mur si on n'a pas construit la case du fort où sont reliées les chaînes. Il me faudrait donc commencer par construire la première étape de mon fort avant de pouvoir avancer mon mur ou mon Sipi. Pour avancer le fort, on a le choix. On peut dépenser un ouvrier bleu qui est un bâtisseur, ou je peux dépenser un ouvrier noir qui est un légionnaire pour pouvoir cocher la prochaine case disponible dans le fort. Donc ici, je pourrais dépenser mon bâtisseur, par exemple, ce qui me permettrait de cocher cette case. On voit ici que j'ai gagné une icône avec des briques et il y a un drapeau avec un numéro juste en dessous. Donc les drapeaux orange représentent notre niveau d'infrastructure. Donc en cochant cette case, j'ai maintenant un niveau d'infrastructure de 1 qui peut être un prérequis pour pouvoir construire d'autres bâtiments sur notre feuille. Et plus on va avancer dans la construction de notre fort, plus notre niveau d'infrastructure va augmenter. Donc ici, il va être rendu à 2, ici à 3, éventuellement 4, 5, 6, 7 ou 8, qui sont des prérequis pour les différents bâtiments qui se retrouvent sur notre feuille. Maintenant que j'ai construit la première portion de mon fort, je pourrais construire le premier mur. Donc le mur me coûte une ressource, donc je vais dépenser une ressource et je vais cocher la première case du mur. Ici, il y a une icône avec un ouvrier jaune, un civil. Je vais donc le gagner et le placer sur mon plateau. Et pour le Sipi, donc le Sipi coûte aussi une ressource. Donc si je dépense une ressource, je vais pouvoir cocher la première case qui est ici, puisque j'ai la section de phare qui correspond à l'autre bout de la chaîne. C'est une case vide qui ne me donne rien. Et éventuellement, dans le Sipi, on peut pouvoir gagner des points pour augmenter nos cohortes. On peut gagner des civils. On peut gagner des points de renommée, qui est le premier des 4 attributs en bas de notre feuille. Alors que dans le mur, on peut aussi gagner des civils, de la renommée, et on peut aussi augmenter nos cohortes. Juste en dessous du fort, on voit qu'il est écrit Petit Grenier, et qu'ici au centre de la feuille est écrit Grenier moyen, et ici Grand Grenier. Donc, les 5 premières pistes qu'on vient de vous expliquer sont interreliées, puisqu'ils sont dans 3 sections différentes qui sont délimitées par les petites lignes qui sont là. Donc, on a la section de gauche qui est ici, on a la section du centre qui est entre ces 2 lignes-là, et on a la section de droite.
Les joueurs commencent la partie avec le petit grenier, c'est-à-dire qu'ils peuvent seulement construire des cases dans ces 5 pistes dans la section de gauche au début de la partie. Ils n'auront pas accès à la section centrale pour ces 5 pistes tant que le grenier moyen ne sera pas construit et ils n'auront pas accès à la section de droite pour ces 5 pistes tant que le grand grenier ne sera pas construit. Pour construire le grenier moyen, on doit avoir un niveau d'infrastructure de 1, donc je dois avoir construit la première section du fort. On va dépenser un bâtisseur ainsi qu'un serviteur, ainsi qu'une ressource, donc on va dépenser ces 3 éléments-là, et on va ensuite aller remplir la case qui est à côté pour indiquer qu'on a construit le grenier moyen, ce qui va maintenant nous donner accès à la section du centre pour les 5 premières pistes de notre feuille. Ceci n'inclut pas les 3 couloirs, donc elles sont indépendantes des greniers. Et pour construire le grand grenier, on doit avoir un niveau d'infrastructure minimum de 5. Donc, on doit avoir rempli cette case-là dans notre fort. On va dépenser un serviteur et un bâtisseur. On va dépenser 2 ressources. On va venir cocher la case pour indiquer qu'il est construit. Et de plus, on va gagner un point de renommée. Donc, on va cocher cette case et on va aller cocher une case dans la piste de renommée. On a ensuite la piste de production qui représente les revenus, donc le nombre de ressources qu'on va gagner au début de chaque manche, qui est représenté par l'icône du marteau et qui va augmenter à chaque fois qu'on va aller chercher des marteaux dans la piste de mines et forêts, ainsi que dans la piste des quartiers sur la deuxième feuille. On a ensuite la piste du terrain d'entraînement et son coût est un ouvrier bâtisseur. Donc on va payer cet ouvrier et on va aller gagner une épée, ce qui va nous donner un point pour la piste de garde du mur. On peut avancer sur cette piste. Et à côté, il y a une case avec un numéro. Donc, lorsqu'on va remplir cette case, on va indiquer le numéro de la manche en cours. Donc, ici, ce serait la manche numéro 1, puisque cette action est limitée à une fois par année. Donc, ça va indiquer que je l'ai déjà fait dans cette manche et que je ne peux pas le refaire. On a aussi seulement 5 emplacements dans cette piste. Donc, on peut faire cette action seulement 5 fois durant la partie. Ensuite, on a la section avec les bâtiments communs. Le premier sont les hôtels. Donc, on peut construire un petit hôtel et lorsqu'il est construit, on pourra ensuite faire le grand hôtel. On doit les faire dans l'ordre. On ne peut pas commencer avec le grand hôtel. Pour le construire, le petit hôtel, on doit avoir un niveau d'infrastructure de 2. Donc, notre fort doit être au minimum à cet endroit-là. On va payer un serviteur et un bâtisseur et une ressource. On va aller cocher la case qui est ici, ce qui va me permettre d'avoir un revenu d'un ouvrier jaune, donc un civil, à chaque début de manche. Et de plus, je vais cocher la case qui est à côté, qui est le bonus quand je le construis, qui va me donner immédiatement un ouvrier jaune, un civil que je vais ajouter sur mon plateau. Pour le grand hôtel, on doit avoir un niveau d'infrastructure de 6. On doit payer un serviteur, un bâtisseur et 2 ressources pour le construire. On va cocher cette case. Et comme bonus de construction, on va gagner un civil et on va gagner aussi un point de renommée. Lorsqu'on va avoir construit les 2 hôtels, c'est qu'on va avoir un revenu de 2 ouvriers jaunes, donc de 2 civils au début de chaque manche. Juste à côté, on a les ateliers qui fonctionnent sensiblement de la même façon, mais pour gagner des bâtisseurs, donc des revenus de bâtisseurs. Pour construire le petit atelier, on doit avoir un niveau d'infrastructure de 3, dépenser 3 ressources et cocher cette case-là qui va nous donner maintenant un revenu de bâtisseur à chaque manche. Et le bonus de construction, c'est qu'on va en gagner un immédiatement. Pour le grand atelier, on doit avoir un niveau d'infrastructure de 7. On doit dépenser 4 ressources. On va le construire en cochant cette case. Et le bonus de construction, on va gagner un bâtisseur ainsi qu'un point de renommée. Ensuite, on a les routes. Donc, on a la petite route qu'on doit fabriquer avant de faire la grande route. Pour faire la petite route, on doit avoir un niveau d'infrastructure de 4. On doit dépenser 2 serviteurs et un bâtisseur ainsi qu'une ressource. On va aller cocher la case qui est ici pour la route qui va nous donner un revenu dans un des 4 attributs. Et le bonus de construction, c'est qu'on va choisir entre un point de piété ou un point de discipline, là, qui sont les 2 attributs qui sont ici sur notre feuille, qui vont nous donner des points à la fin de la partie. Alors que la grande route, on doit avoir un niveau d'infrastructure de 8, dépenser 2 serviteurs, un bâtisseur, 2 ressources pour pouvoir la construire, et le bonus de construction sera un point de renommée ou un point de vaillance. Pour la section du forum, on ne peut pas utiliser nos légionnaires. On peut utiliser n'importe quelle des 3 autres couleurs d'ouvriers. On doit dépenser 2 ouvriers des autres couleurs pour pouvoir gagner un ouvrier de la couleur de notre choix. Et on va aussi indiquer le numéro de la manche quand on va faire cette action, puisqu'on ne peut pas la faire plus d'une fois par manche. Et comme il y a seulement 4 cases dans le forum, on pourra exécuter cette action seulement 4 fois pendant la partie.
Ensuite, on a la piste des monuments. En fait, on a 4 monuments qu'on peut construire chacun une fois pendant la partie. Mais pour construire un monument, on doit être au minimum à 15 sur la piste d'attributs correspondante à ce monument. Par exemple, si je veux construire l'arche, je dois avoir au moins 15 de renommée. Et lorsque je vais avoir cette quantité de renommée, j'ai seulement à dépenser un bâtisseur et 2 ressources pour le construire. Et il va me donner 2 points de vaillance. Donc, ça me permet d'avancer de 2 sur une autre piste d'attributs. Et chaque monument fonctionne un peu de la même façon. Ils ont des coûts similaires et ils vont donner 2 dans un autre attribut. Pour nos pistes d'attributs, on a vu dans les différentes pistes qu'on pourrait retrouver les symboles de la renommée, de la piété, de la vaillance et de la discipline un peu partout sur cette feuille. Il y en a aussi sur la deuxième feuille. Ce sont les pistes principales de points de victoire pour la fin de la partie. Donc, chaque point dans ces 4 pistes va valoir un point de victoire à la fin. Et on voit qu'il y a aussi des ouvriers de différentes couleurs qui sont dans ces pistes. Lorsqu'on va cocher des cases avec des ouvriers, on va les gagner immédiatement. Donc, la piste de renommée va nous donner des civils. La piste de piété va nous donner des serviteurs. La piste de vaillance va nous donner des légionnaires. Et la piste de discipline va nous donner des bâtisseurs. Plus loin dans les pistes, on va aussi gagner des points dans les autres attributs dans certaines des cases sur ces pistes. Si jamais on remplit une piste d'attributs au complet et qu'on gagne encore des icônes de cet attribut, à ce moment-là, ils sont perdus. Donc, on ne peut pas avoir plus de 25 dans chacune des pistes d'attributs. Sur la deuxième feuille, on retrouve aussi des actions qu'on peut faire en dépensant des ressources ainsi que des ouvriers. Premièrement, on retrouve les 5 pistes citoyens. On a les négociants, les artistes, les prêtres, les apparieurs et les patriciens. Donc, ce sont des pistes qu'on peut avancer, soit en dépensant des ouvriers jaunes, donc des civils. On peut avancer sur ces pistes. Comme ce sont des pistes, on doit les faire de gauche vers la droite. Il y a plusieurs bonus dans chacune d'entre elles. Et on va aussi qu'il y a des drapeaux avec des numéros qui vont être reliés aux prérequis des bâtiments qui sont associés à cette piste citoyen. Donc, chaque piste citoyen va avoir 2 bâtiments qui lui sont associés sur cette feuille qu'on va pouvoir construire et ensuite prendre des actions pour déclencher les effets de ces bâtiments. Chacune des pistes citoyens se va aussi associer à une icône. Donc, les négociants, on a ici la petite bourse bleue. Les artistes, ce sont les 2 masques de théâtre roses. Les prêtres, c'est le petit bonhomme en prière. Les apparieurs, c'est la balance. Et les patriciens, ici, c'est la bague. Donc, si on couvre des icônes bonus de ces différentes pistes, on va tout simplement avancer sur celle-ci. Ce sont des pistes qui sont limitées à 9 cases. Donc, évidemment, lorsqu'elle est complétée et qu'on gagne d'autres symboles pour cette piste, ils seront perdus. Donc, si je dépense des ouvriers jaunes, des civils, je pourrais avancer sur ma piste de négociant. On voit ici que la première case a une icône pour gagner un serviteur. Donc, je gagnerai un ouvrier mauve. La deuxième case donne rien. La troisième case, je vais gagner un bâtisseur. La quatrième case, on gagne rien. Et ainsi de suite. On peut gagner aussi des ressources. On peut aussi gagner des points de renommée dans chacune des pistes. Des points de piété pour les prêtres. Des points de discipline ici pour les apparieurs. Et des points de renommée pour les patriciens. Maintenant, regardons les bâtiments qui sont associés aux négociants. Donc, premièrement, on a les quartiers. Donc, on a le petit quartier, le moyen quartier et le grand quartier. On doit les faire dans l'ordre. Pour pouvoir faire le petit quartier, on doit avoir au minimum 3 sur la piste de négociants. Et on doit dépenser un civil ainsi qu'un serviteur pour pouvoir cocher la case qui est ici, qui va me donner un point de piété. Ça va aussi me donner un revenu de ressources que je vais aller cocher sur ma première feuille dans la piste de revenus et je vais gagner immédiatement une ressource. Donc, c'est l'endroit où on a les autres marteaux en plus de la piste de mine et de forêt qu'on a vue sur la première feuille. Pour le moyen quartier, on doit avoir au minimum 6 sur la piste de négociant. On va dépenser 2 civils et un serviteur et on va gagner un point de discipline. On va gagner un revenu de ressources et on va gagner immédiatement une ressource. Alors que pour le grand quartier, on doit avoir 9 sur la piste de négociant, donc elle doit être complète. On va dépenser 3 civils et un serviteur pour gagner un point de renommée, un point de revenu de ressources et une ressource immédiatement. On retrouve ensuite le marché.
Avant de pouvoir faire les actions qui sont au marché, on doit tout d'abord le construire. Et c'est comme ça avec la majorité des bâtiments qui sont sur cette feuille. Pour le construire, on doit avoir au minimum 4 sur la piste de négociant. On doit dépenser un serviteur et un bâtisseur et 2 ressources pour le construire. On va cocher la case qui est ici quand on va le construire, ce qui va nous donner un point de renommée. Et par la suite, ça va nous donner accès aux actions qui sont dans le marché. Pour faire une action de marché, on doit avoir le minimum demandé par la bannière dans la piste de négociant. Donc ici, j'ai seulement 4, donc j'ai seulement accès à la première action. Si je veux avoir accès aux 2 autres qui sont ici, je dois avoir au moins 5 sur la piste de négociant, donc je devrais prendre une autre action pour pouvoir avancer cette piste. Lorsqu'on fait l'action du marché, on va dépenser une ressource et on va pouvoir aller s'acheter une marchandise, soit sur la carte de prospection qu'on a jouée pour cette manche, donc on va inscrire le numéro de la marchandise, et ce serait 3 avec la carte que j'avais choisie, ou je peux aller acheter une marchandise sur les 2 cartes neutres qu'on a placées pour la manche. Les marchandises sont numérotées de 1 à 6 et plus le numéro est élevé, plus ce numéro est rare. Donc on aurait peut-être intérêt à essayer d'acheter la marchandise numéro 5 dans ce tour de jeu. Je pourrais commencer par acheter la mienne, celle qui est sur ma carte, qui est la marchandise numéro 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une ressource, je vais la remettre dans la réserve générale et je vais aller inscrire le numéro de ma marchandise dans la case appropriée. Donc ici c'est la marchandise numéro 3. Comme c'est la première marchandise que j'obtiens, le but c'est d'avoir des marchandises de numéros différents pour pouvoir gagner de la renommée. Donc la première, deuxième et troisième marchandise numéro unique vont me rapporter 1 point de renommée. Donc ici c'est la première que je mets, donc elle vaut 1 point de renommée. Si je me rends à 4, la quatrième ou la cinquième marchandise de numéros différents va me donner 2 points de renommée chacune. Et si je réussis à aller chercher la 6e marchandise de numéros différentes, elle va me valoir 3 points de renommée. On peut aussi décider d'y aller aléatoirement et d'acheter la marchandise de la pioche destin de la première carte sans savoir quel est le numéro. À ce moment-là, on va payer la marchandise à la réserve et on va retourner la première carte de destin et on va prendre le numéro de la marchandise qui est indiqué sur cette carte et on va ensuite la placer dans la défausse. Donc c'est un peu plus aléatoire, mais ça peut valoir la peine au début puisqu'on n'a aucun numéro. Si je veux acheter la marchandise d'une des cartes neutres, au lieu de placer le coût dans la réserve, je vais aller le placer sur la carte neutre. Donc ici, ça me permettrait d'acheter la marchandise numéro 5 que je vais placer dans cette case. Comme c'est ma deuxième marchandise de numéro différent, elle va aussi me donner un point de renommée. Les 2 dernières cases du marché, celles qui me demandent d'avoir 8 et 9 sur la piste de négociant, on va aussi inscrire le numéro de la marchandise, mais de plus elles ont un bonus, elles vont nous donner des ouvriers. Donc ici, ça nous donne un serviteur et celle-ci nous donne un bâtisseur, mais il faut être très très loin sur la piste de négociant pour pouvoir les utiliser. On n'est pas obligé d'utiliser les cases du marché dans l'ordre tant qu'on ait les prérequis pour pouvoir utiliser les différents emplacements et placer des numéros de marchandises dedans. On peut gagner la même marchandise plusieurs fois, mais elle ne nous donnera pas de renommée la deuxième fois qu'on va gagner le même chiffre. Mais ça peut être important pour un des objectifs de fin de partie de remplir les 8 emplacements de marchandises. Pour la piste des artistes, on va avoir le théâtre et l'école des gladiateurs. Donc, premièrement, on doit construire ces bâtiments avant de pouvoir faire les actions qui leur sont associées. Pour construire le théâtre, on doit avoir un minimum de 1 sur la piste d'artistes. Donc, je vais au moins avancer de 1 sur cette piste. Donc, ici, ça me donnerait un bâtisseur. Et je vais devoir payer un serviteur, un bâtisseur et une ressource pour pouvoir construire le théâtre. Ça va me donner un point de renommée, comme c'est le cas dans la majorité des bâtiments. Par la suite, je vais pouvoir avoir accès aux actions du théâtre pour pouvoir organiser des spectacles. On n'est pas obligé de faire les spectacles dans l'ordre, on peut faire celui qu'on veut tant qu'on a le prérequis demandé sur la piste d'artistes par les bannières qui sont associées à chacun des spectacles. Pour le cas présentement, j'ai seulement 1 sur la piste, donc j'ai seulement accès au premier spectacle. Donc si je dépense une ressource, je vais organiser ce spectacle. Donc ici, il va me donner 1 point sur la piste de négociant, donc ça me ferait avancer sur la piste de négociant qui est ici. Et je vais écrire le numéro de la manche. Donc, si on est à la manche numéro 1, je vais inscrire le numéro de la manche dans la case où il y a l'icône de numéro, puisqu'on peut faire un maximum d'un spectacle à chaque année. Le deuxième spectacle, un prérequis de 3 sur la piste d'artiste, va me donner 1 point de discipline et un gladiateur.
Le troisième spectacle, on doit avoir au moins 5 sur la piste d'artiste. Il va me donner un point de piété et un serviteur. L'autre spectacle, on doit avoir un minimum de 6. Il va me donner un point de discipline et il va me donner un point sur la piste des appareilleurs. Le prochain spectacle, on doit avoir 8 sur la piste d'artiste. Il va me donner un point de piété et un point sur la piste des prêtres. Donc ici. Et ensuite, le dernier spectacle, on doit avoir 9 sur la piste d'artiste, donc elle doit être complète. Il me donne un point de renommée et un point sur la piste des patriciens. Pour l'école des gladiateurs, on doit d'abord la construire et on doit avoir un minimum de 3 sur la piste d'artiste pour pouvoir le construire. Donc si je vais avancer de jusqu'à 3, lorsque c'est fait, je vais pouvoir dépenser 2 serviteurs et un bâtisseur, 2 ressources pour construire l'école des gladiateurs, qui va me donner un point de renommée. Et ça va ensuite me donner accès aux différentes actions. On devra d'abord prendre des actions pour entraîner nos gladiateurs et pour le faire, on doit dépenser soit un civil ou un serviteur qui va aller servir d'entraînement aux gladiateurs et on doit avoir les prérequis qui sont demandés sur la piste d'artiste pour pouvoir faire les différents entraînements et augmenter la force de nos gladiateurs avant de les envoyer combattre. Donc, disons que je suis rendu à 5 sur la piste d'artiste. Je vais pouvoir donc entraîner mes gladiateurs jusqu'à 3 de force. Donc, je vais faire ces actions et ça va me permettre, je vais choisir un des 2 gladiateurs lorsque je fais l'action. J'ai soit le gladiateur rouge ou le gladiateur bleu. Donc, disons que je vais entraîner le gladiateur rouge. Donc, en dépensant soit un serviteur ou un civil, je vais pouvoir encercler la première case d'entraînement. Je vais refaire l'action une deuxième fois, je vais encercler la deuxième case et je vais la refaire une troisième fois, je vais encercler la troisième case. Lorsqu'on fait les actions d'entraînement, à la fin de celle-ci, on peut aussi décider d'envoyer notre gladiateur combattre si on pense qu'il est assez entraîné. Disons qu'après 3 entraînements, je décide de l'envoyer combattre. À ce moment-là, je vais révéler la première carte du deck de cartes Destin et on va aller regarder la force du gladiateur ennemi. Donc ici, le gladiateur ennemi aurait une force de 2. Les gladiateurs ennemis ont une force entre 1 et 3 sur les cartes Destin. On va donc infliger des points de dégâts égales à la force du gladiateur ennemi à notre gladiateur. Donc il a 2 de force. Donc on va aller barrer les 2 premières cases cochées de notre gladiateur. Il a subi 2 blessures. S'il a encore des cases qui sont encerclées mais qui ne sont pas cochées, c'est-à-dire qu'il survit à son combat, à ce moment-là, on va gagner de la renommée. Donc, on va regarder la case la plus loin de notre gladiateur, donc sa case qui est ici, et on va la regarder dans le bas. Donc, on a gagné le combat, on a le crochet, et il va gagner un point de renommée. Si j'avais été jusqu'au bout, ça va être un super gladiateur qui avait gagné son combat. À ce moment-là, j'aurais gagné 2 points de renommée et une ressource. Donc, plus notre gladiateur est fort et plus il gagne de combat, plus on va gagner de renommée. Et chaque gladiateur peut seulement combattre une fois à chaque année. Donc, lorsqu'un gladiateur a fini un combat, on va aller écrire le numéro de l'année dans la première case. Donc, ici, pour indiquer que le gladiateur rouge s'est battu à l'année 1. Il ne pourra donc pas se rebattre dans cette année. Mais comme il a survécu, il pourra combattre dans la prochaine année. Donc, je pourrais continuer à l'entraîner pour lui redonner quelques autres points de vie pour qu'il ait plus de chances de survivre à son prochain combat, puisque présentement, il a seulement un point de vie. Si on avait pioché une carte avec un gladiateur de force 3, à ce moment-là, on aurait coché les 3 cases de notre gladiateur, ces 3 points de vie. Comme il n'a plus de cases d'entraînement qui sont encerclées et pas cochées, à ce moment-là, il va mourir après son combat. Et lorsqu'il meurt, on va regarder la récompense du X. Donc, on va aller gagner un point ici de piété. Donc, on gagne de la piété. Fait que plus on a des petits gladiateurs qui meurent, plus ça donne de piété. Donc, on va aller avancer sur cette piste. Mais là, notre gladiateur rouge va être mort pour le reste de la partie, donc on va pouvoir le barrer et il ne pourra plus combattre. Pour les bâtiments qui sont reliés aux prêtres, donc ici je vais avancer sur ma piste de prêtre en faisant des différentes actions qui vont me coûter des civils, ça va ici me donner des serviteurs ou des points de piété. Et lorsque j'aurai assez, je pourrai aller construire les bâtiments qui sont associés. On en a 2. Les premiers sont les jardins. Donc on a le petit jardin qui doit avoir un minimum de 4 sur l'échelle des prêtres. Donc je pourrais le construire. Et lorsque le petit jardin sera fait, je pourrais faire éventuellement le grand jardin lorsque j'aurai 7 sur l'échelle des prêtres. Donc pour faire un jardin ici, je vais dépenser un serviteur, un bâtisseur et une ressource et je vais gagner les éléments qui sont indiqués à côté. Donc un point de piété, je vais avancer de 1 sur ma piste des négociants, je vais avancer de 1 sur ma piste des artistes et je vais avancer de 1 sur ma piste des prêtres.
Le grand jardin, lui, on doit avoir 7 sur la piste des prêtres. On dépense un serviteur, un bâtisseur, 2 ressources. On va gagner un point de piété et on va avancer nos 5 pistes citoyens d'1. Pour les temples, il y a 3 temples. On a le petit temple, le moyen temple et le grand temple. On doit les faire dans l'ordre. Avant de construire le grand, on doit faire le moyen. Avant de faire le moyen, on doit faire le petit. Donc pour le petit temple, on doit avoir un minimum de 1 sur l'échelle des prêtres. Pour le construire, un serviteur, un bâtisseur et une ressource. Et on va cocher la case qui est ici, qui me donne un point de piété. Une fois qu'il est construit, j'aurai accès aux actions du petit temple. Pour faire l'action du temple, on peut utiliser n'importe quelle couleur d'ouvrier et ça me permet d'aller cocher la première case qui me donne rien puisqu'elle est vide. Mais la deuxième case va me donner un point de piété et il va aussi me donner une faveur. Donc lorsqu'on gagne une faveur, on va l'encercler et on pourra l'utiliser dans la phase d'attaque des Pictes. On pourra annuler une carte d'attaque à ce moment-là pour pouvoir cocher notre faveur. Si je veux construire le moyen temple, on doit avoir 3 de minimum sur la piste des prêtres. On va payer un serviteur, on va payer un bâtisseur, 2 ressources, ça va me donner un point de piété. Et on va avoir accès aux actions du deuxième temple. Donc à ce moment-là, on doit remplir les cases de gauche à droite et de haut en bas. On ne peut pas sauter des cases, aller directement à celle qui a la faveur. Donc on doit remplir les 2 premières en haut, les 2 du milieu et ensuite les 2 du bas et on doit avoir les prérequis qui sont demandés sur la piste de prêtre pour pouvoir remplir ces cases. Et pour le grand temple, on doit avoir un minimum de 6 sur la piste des prêtres pour le construire. Ça nous coûte 2 serviteurs, un bâtisseur, 2 ressources et il va me donner un point de piété et il fonctionne de la même façon que le moyen temple. Mais on doit avoir rempli le moyen temple au complet avant de pouvoir venir cocher des cases dans le grand temple et on doit avoir coché les cases du petit temple avant de commencer le moyen. Pour la piste des appariteurs, on a aussi 2 bâtiments. On a les bains et on a le tribunal. Pour construire nos bains, on doit avoir un minimum de 3 sur cette piste. On va ensuite dépenser 2 serviteurs, un bâtisseur, 2 ressources pour pouvoir construire les bains qui vont nous donner un point de renommée et qui vont nous donner accès à leurs actions. Pour les bains, on doit avoir les prérequis qui sont demandés d'avoir un minimum sur la piste des appariteurs pour pouvoir faire ces actions. Les actions vont me coûter une ressource et ça va ici me donner un pot de vin qui va me permettre d'aller annuler un point de disgrâce. Et on va inscrire le numéro de la manche où on le fait puisqu'on peut faire un maximum de 2 pots de vin par année. Pour pouvoir faire l'action des bains, on doit avoir obligatoirement au moins un point de disgrâce dans la zone de disgrâce de notre feuille qui est juste en dessous des 4 attributs. Lorsqu'on va faire notre pot de vin, on va aller tout simplement cocher une case de disgrâce, donc on va annuler son effet puisque les points de disgrâce sont des points négatifs à la fin de la partie. Donc on ne peut pas faire l'action des bains si on est à 0 point de disgrâce. Pour le tribunal, pour le construire, on doit avoir un minimum de 4 sur la piste des appariteurs. On doit dépenser 2 serviteurs, un bâtisseur, 2 ressources pour le construire. On va gagner un point de renommée et ça va nous donner accès aux actions du tribunal. Donc pour les faire, on doit avoir les minimums qui sont demandés sur la piste d'appariteur et on peut faire une action par année dans chacune des colonnes. Donc dans la même année, je pourrais activer la colonne de gauche, la colonne du centre et la colonne de droite si j'ai les prérequis évidemment de la piste. La colonne de gauche, les actions n'ont pas de coût, elles vont tout simplement me donner un serviteur. Pour les actions de la colonne du milieu, on va dépenser un bâtisseur pour se faire 2 serviteurs. Et pour la colonne de droite, on va dépenser un serviteur pour se faire un bâtisseur. Et pour les patriciens, ce ne sont pas des bâtiments, contrairement aux autres sections des pistes citoyens. Donc, on va pouvoir aller entraîner des diplomates ou aller faire de l'exploration. Pour les diplomates, on doit avoir les prérequis sur la piste des patriciens. Donc, 1 pour engager le premier diplomate, 3 pour le deuxième et 6 pour le troisième. Pour engager un diplomate, on va dépenser un serviteur, un légionnaire et 2 ressources. Ça va nous donner un point de vaillance. Ça va nous permettre d'encercler les 2 faveurs qui sont ici. Et on va assigner le diplomate à une de nos 3 cohortes, donc soit la cohorte de gauche, la cohorte du centre ou la cohorte de droite. Donc si j'engageais le premier diplomate, je vais encercler mes 2 faveurs, il faut que j'ai au moins 1 sur la piste de patricien, et je vais ensuite l'assigner par exemple à la cohorte du centre. Tout au long de la partie, on a accès à 3 diplomates. On doit en assigner un par cohorte. Donc, on ne peut pas envoyer plusieurs diplomates à la même cohorte. Donc, pour mes 2 autres, je devrais en envoyer un à gauche et un à droite. Et comme pour les faveurs gagnées dans la section du temple, on pourra les utiliser dans la phase d'attaque des pics pour nous aider à repousser leurs attaques.
Et pour la section de l'exploration, on doit avoir les minimums demandés sur la piste des patriciens pour pouvoir activer les explorations. Donc la première exploration, je dois avoir au moins 2 sur la piste des patriciens pour pouvoir la faire. Ça va me coûter simplement un gladiateur. Je vais aller cocher la case qui est à côté ici avec l'icône du cheval, ce qui va me donner une action d'exploration. Pour l'action d'exploration, on va utiliser les motifs d'exploration qui se retrouvent sur notre carte prospection ou bien ceux qui se retrouvent sur les cartes neutres. Si on utilise celui de notre carte, à ce moment-là, on va payer le coût qui est le légionnaire à la réserve générale. Et si on décide d'utiliser celui d'une carte neutre, on va placer le légionnaire sur la carte neutre. Disons que je vais utiliser le mien, donc je vais aller placer dans la réserve générale. Donc je vais pouvoir tracer ce schéma dans la grille qui se trouve dans la zone d'exploration. Je peux faire tourner le schéma ou le faire un effet miroir pour le placer dans le sens de mon choix pour recouvrir des cases qui sont encore blanches. Le schéma ne peut pas dépasser et on doit être capable de le tracer au complet dans la grille. Donc je pourrais par exemple prendre les 4 cases qui sont ici. Je vais cocher une case avec une ressource, je vais la gagner et je vais cocher une case avec un serviteur que je vais gagner. Donc j'ai fait mon schéma au complet sur ma zone d'exploration. En plus des bonus de ressources ou de serviteurs qu'on peut gagner, si on réussit à compléter une ligne horizontale au complet, on va gagner un point de vaillance. Et les joueurs ont le droit de réutiliser le même schéma pour une deuxième ou troisième action, tant qu'ils ont les coûts en légionnaire à payer et qu'ils ont les prérequis demandés pour les actions d'exploration. Lorsque le joueur aura réussi à dépenser tous ses ouvriers et toutes ses ressources ou qu'il n'est plus capable de faire aucune action sur sa feuille avec ses ouvriers restants, à ce moment-là, ça va mettre fin à la phase d'action. On va donc passer à la troisième phase qui est la fin de l'année. Premièrement, si le joueur n'a pas été capable d'utiliser toutes ses ressources et tous ses ouvriers, ils seront perdus et retournés à la réserve générale. Ensuite, on va procéder aux attaques des Pictes. Donc, on va regarder dans le drapeau associé à la difficulté qu'on a choisi au début de la partie et de la manche qu'on vient de terminer, combien de cartes d'attaque on va retourner. Donc ici, on est à facile, c'est le drapeau vert, donc une carte de Pictes qu'on va retourner. Et on va aussi regarder sur les cartes Nerd si on a utilisé des marchandises ou des schémas d'exploration. Donc, si on a mis des ressources ou des légionnaires sur les cartes Nerd, chaque ressource ou légionnaire sera retourné à la réserve et on va ajouter une carte de pique supplémentaire. Donc dans ce cas-ci, on en a un parce qu'on est à la manche 1 et on va en avoir une deuxième carte à révéler puisqu'on avait utilisé la marchandise d'une carte neutre. On va donc retourner les 2 premières cartes de la pioche Destin et là on s'intéresse seulement à la section du haut pour indiquer quelle cohorte va se faire attaquer. Donc ici j'ai la cohorte de gauche qui va recevoir un coup et j'ai la cohorte du centre. Pour la cohorte de gauche, j'ai coché les 2 premières cases sur ma feuille. Il y a seulement une case qui se fait attaquer, donc à ce moment-là, je repousse l'attaquant. Par contre, pour la cohorte du centre, je n'ai pas mis rien dans cette cohorte encore, donc à ce moment-là, je n'ai rien pour repousser cet attaquant. À moins d'utiliser une faveur, soit que j'ai gagné une faveur dans la section du temple, ou que j'ai un diplomate qui est à la cohorte du centre, ce qui serait le cas présentement. Donc je pourrais barrer une de mes 2 faveurs de mon diplomate pour pouvoir annuler la carte sur la cohorte du centre, ce qui me permettrait à ce moment-là de repousser tous les attaquants. Si le joueur repousse toutes les attaques, à ce moment-là, il va gagner des points de vaillance égal à ce qui est dans le drapeau gris de cette manche. Donc ici, ce serait 1 point de vaillance sur ma feuille. Si en gagnant des points de vaillance, on coche une case où il y a un légionnaire, bien, ce légionnaire sera gagné et sera utilisé pour la prochaine manche. Si le joueur laisse passer des attaques égales ou supérieures au nombre qui est inscrit dans le drapeau gris, donc ici ce serait 1, donc si j'ai une attaque que je ne suis pas capable de repousser, à ce moment-là, au lieu de gagner un point de vaillance, j'aurais gagné un point de disgrâce, donc j'aurais encerclé ici un cercle dans la zone de disgrâce. Et je pourrais aller prendre des actions dans les bains pour pouvoir acheter un pot de vin et l'annuler d'ici la fin de la partie. Sinon, ce sera des points négatifs. Dans les autres manches, quand le chiffre dans le drapeau gris est supérieur à 1, donc par exemple dans la deuxième manche, ça va être 2. Si jamais je repousse une attaque et que je me défends contre l'autre, à ce moment-là, je vais gagner un point de vaillance et gagner un point de disgrâce. On peut toujours gagner un maximum de disgrâce ou de vaillance qui va être égal au chiffre qui est dans le drapeau gris. Et une fois les attaques réglées, on va défausser les cartes destin qu'on a utilisées. On va aussi défausser les cartes nerd qu'on a utilisées pour cette manche. On va aussi défausser notre carte prospection. On peut la laisser là et simplement placer la prochaine par-dessus.
Et on va revenir à la phase 1 qui est la mise en place de la prochaine année. Donc on va aller repiocher une carte destin, on va aller chercher les différents ouvriers et les ressources qui sont dessus. On va ensuite se choisir 2 cartes, on va en placer une comme prospection. La deuxième sera glissée sous notre plateau dans l'emplacement de la manche numéro 2 pour nous donner un autre objectif. Et on va ensuite révéler les 2 prochaines cartes neutres avec qui on pourra commercer ou utiliser le schéma d'exploration. Et on va déclencher les revenus de notre feuille et on va pouvoir commencer la deuxième année. On va jouer la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année de la même façon. Et à la fin de la phase d'attaque des pics de la sixième année, on va passer au décompte final des points. Tout d'abord, les joueurs vont compiler les points qu'ils vont marquer avec leurs 4 attributs. Donc ici, j'ai 25 pour la renommée, j'ai rempli la piste au complet. J'ai 20 points pour la piété, j'ai 15 pour la vaillance et 15 pour la discipline. Donc on peut se référer aux drapeaux rouges qui sont en dessous des cases pour rapidement voir les points qu'on va scorer. On va ajouter à cela les cartes d'objectifs, donc les cartes chemin qu'on a placées en dessous de notre plateau joueur à chacune des manches. Chaque carte de chemin est un objectif qui peut nous donner entre 0 à 3 points. Pour la carte combattant, ici, je vais marquer des points si j'ai réussi à compléter mes cohortes sur ma feuille. Donc, si j'ai réussi à compléter une cohorte, c'est seulement 1 point, 2 cohortes, 2 points, et les 3 points. Pour l'avant-garde, donc c'est les sections de la garde du mur complétées. Donc, si j'ai une section du mur qui est complétée, par exemple la section de gauche, ça va me donner 1 point. Si j'ai la section de gauche et la section du milieu, 2 points. Et si j'ai les 3 sections, 3 points. Pour le planificateur, c'est le nombre de pistes citoyens complétées. Donc, si j'ai réussi à en compléter 5 et plus, ça va me donner mes 3 points. Si j'en ai complété seulement 4, c'est 2 points. Et si j'en ai complété seulement 2, c'est 1 point. Et en bas de ça, ben, ça nous donne rien. Pour le marchand, donc c'est les marchandises collectées. Si j'ai réussi à remplir les 8 cases de marchandises, je vais faire 3 points. Si j'en ai rempli seulement 6, je vais faire 2 points. Et si j'en ai rempli seulement 4, 1 point. Pour l'éclaireur, ce sont des colonnes complétées dans la zone d'exploration. Donc, pour une colonne complétée, j'ai 1 point. Pour 3 colonnes complétées, 2 points. Et pour 5 colonnes complétées, 3 points. Et finalement, l'ingénieur pour les grands bâtiments. Donc, tous les bâtiments qui ont le mot grand dans le titre. Si j'ai 2 grands bâtiments, je fais 1 point. Si j'ai 4 grands bâtiments, je fais 2 points. Et si j'ai 6 grands bâtiments, 3 points. Disons que toutes mes cartes chemin me donnent un total de 10 points que je vais inscrire sur ma feuille de score. Et ensuite, on va soustraire les pénalités selon les points de disgrâce qu'il nous reste. Donc ici, j'ai 3 points de disgrâce qui sont encerclés. Je vais me référer à la charte qui est juste ici dans le bas. Donc pour 3 points de disgrâce, je vais avoir une pénalité de moins 5 points. Donc ce sont des points négatifs à ce moment-là qui vont s'ajouter à notre score. Donc ici, 25 plus 20 plus 15, ça fait 75, plus 10, 85, moins 5. Ça me fait donc un total de 80 points pour ma partie. Ce qui fait en solo, je suis dans la section 70 points et plus. Je suis donc un Legatus Legionis, qui est la meilleure section pour le mode solo. Si jamais on joue en multijoueur, évidemment, c'est le joueur qui a le plus de points qui l'emporte. Et si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le moins de points de disgrâce. Sinon, c'est le joueur qui a fait le plus de points avec ses cartes chemin d'objectif qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au mur d'Adrien. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du mur d'Adrien? On va commencer avec les côtés positifs. Premièrement, il y a quand même des belles composantes dans le sens qu'il y a plein de petits meeples de bois en couleur qui représentent les ouvriers. Ça, c'est toujours le fun à manipuler. Les ressources aussi qui sont des grosses pierres grises. Donc, c'est vraiment de la belle qualité. Pour le reste, oui, on a les plateaux en carton, mais sinon, le reste des composantes, ben, c'est un gros paquet de feuilles là, qui est vraiment immense. Là. Il y a 200 feuilles de chaque côté. Donc, c'est 2 pads de 200 feuilles comme ça. C'est immense qu'il y a à l'intérieur. Donc, la force du jeu, je pense, pour un jeu de quand même une bonne complexité, c'est vraiment la structure. Donc, c'est vraiment un jeu qui est bien structuré. Il a l'air super intimidant, super compliqué à apprendre, mais une fois qu'on a appris les règles, une fois qu'on commence à jouer puis qu'on tombe là-dedans, on se rend compte que c'est plus facile à embarquer parce qu'il est bien structuré. Donc, ils ont bien pensé de la manière qu'ils ont fait la feuille, la manière qu'ils l'expliquent dans le livret d'instruction. Donc, le livret d'instruction, j'ai rien à dire aussi. La structure, elle est parfaite. La façon qu'ils l'expliquent, la façon que la feuille est faite aussi, c'est qu'on
part d'en haut en bas avec la feuille de gauche, après ça de haut en bas avec la feuille de droite, et tout coule bien, donc tout est bien intégré, comment on peut expliquer le jeu. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que justement, j'avais peur de ce jeu-là. J'étais le premier quand j'ai vu ce jeu-là, que c'était avec 2 feuilles vraiment toutes remplies, j'étais comme le premier à dire non, ça me tente pas de jouer à ça, ça me tente pas de me casser la tête à ce point-là, mais finalement, il est beaucoup moins intimidant qu'il en a l'air, à cause de la belle structure de la feuille, la façon dont les règles ont été bâties, dont ont été écrites, et aussi l'iconographie qui est très efficace dans le jeu. Donc le fait que chaque piste est représentée par une icône, donc on repère facilement les icônes. Ok, je viens de gagner ça, ok, c'était l'icône, ça représente telle piste, fait que j'avance sur telle piste, ok, il y a un ouvrier mauve, je gagne un ouvrier mauve, je coche une case avec une ressource, je le gagne, je coche une case avec un marteau, j'avance sur ma piste de revenus de ressources. Donc c'est rapidement assimilable les icônes. Fait que ça fait que tout ça est beaucoup plus facile à prendre en main que ça en a l'air. C'est un jeu aussi, on a quand même bien réussi à marier son thème, qui est bon dans l'Empire romain, au mur d'Adrien, on essaie de faire une défense et tout ça. Et quand on lit le livret d'instructions, mais chaque section de la feuille, on nous explique l'espèce de lien historique qu'il y a avec. Donc dans le temps des Romains, ben, dans les bains, c'est là qu'on rencontrait les sénateurs, qu'on sudoyait le monde, puis on donnait des pots de vin. Fait que c'est pour ça que sur ta feuille, ben, c'est dans le bain que tu peux aller chercher les pots de vin pour annuler des points de disgrâce. Fait qu'il y a plein de liens thématiques comme ça qui sont là, mais on les voit beaucoup plus quand on lit les règles, parce que justement, on a ces explications-là supplémentaires que quand on le joue pour la première fois, si c'est quelqu'un qui nous l'explique, on va peut-être perdre un peu cette saveur thématique-là, mais elle est quand même bien recherchée, donc ils ont bien fait le mariage entre le thème et le gameplay dans le jeu. C'est vraiment un jeu de développement de pistes, donc au lieu d'avoir 5-6 pistes comme dans la plupart des jeux, ben on en a 35. Puis c'est même pas une exagération, il y a à peu près 35 pistes sur les 2 feuilles ensemble. Donc c'est un jeu qui a énormément d'options, on pourra pas tout faire, on devra faire des choix, on devra choisir qu'est-ce qu'on veut développer, quel type de bâtiment je veux aller faire, quel combo je veux faire. Puis c'est ça qui est le fun dans le jeu, donc c'est le développement de tes pistes, c'est les combos que tu vas réussir à déclencher. Ok, j'avance sur telle piste-là, ça me donne un ouvrier de telle couleur, là je le prends pour aller faire telle autre action, qui me permet d'aller faire tel bâtiment, qui me permet de faire un spectacle, qui me donne telle affaire. Donc c'est fun de voir le déclenchement puis ces combos-là, parce que c'est juste ça, c'est un jeu de développement, c'est un jeu de combo, c'est un jeu de pistes, mais c'est vraiment le fun de la manière qui est bâti. Et on se perd là, dans le jeu-là, on est concentré, on est devant notre feuille, puis là on fait nos affaires. Ok, je dépense tel ouvrier, là je fais ça, je coche tel corps, je dépense une ressource. C'est vraiment, on dépense nos affaires, on en gagne d'autres. Fait que c'est vraiment un beau flow quand on joue, que ce soit en solo ou en multijoueur. Il n'y a pas de tour de jeu en fait. Chaque joueur joue indépendamment de l'autre, puis quand tous les joueurs ont plus de ressources, ben là on peut passer à la fin de la phase, préparer la prochaine et tout ça. Fait que c'est un jeu que tu y vas vraiment à ton rythme. C'est un jeu qui en fait un candidat très idéal pour être joué en solo, puis je pense même qu'il est à son meilleur en solo. On pourra parler des petits défauts en multijoueur tout à l'heure, mais je pense qu'en solo, c'est là qu'il va briller, parce que justement, tu vas à ton rythme, tu n'as pas besoin d'attendre après les autres, ou les autres n'ont pas besoin d'attendre après toi. Tu as les cartes que tu peux interagir pour acheter des marchandises, utiliser les schémas d'exploration. Donc c'est vraiment bien bâti pour le solo, puis je pense même que c'est un jeu qui était bâti solo, puis qu'ils l'ont adapté en multijoueur pour justement le vendre peut-être à une audience un peu plus large. Pour les côtés négatifs, il y a un petit détail sur la feuille qui est peut-être un peu moins visible puis un peu plus maladroit, qu'on a tendance à oublier, c'est la division des 3 sections du haut, la section de gauche, milieu et droite, qui vont fonctionner avec les greniers. Fait que si t'as pas fait le moyen grenier, tu peux pas aller au milieu, tout ça. Donc c'est le genre de petites règles qu'on peut avoir tendance à oublier, parce que les lignes sont pas si évidentes que ça sur la feuille, fait que ça peut nous sortir de la tête quand on va avancer dans nos pistes pour faire nos affaires. Fait que faire attention à ce petit détail-là. Sinon, je trouve que l'interaction en multijoueur, elle est un peu maladroite, parce que dans le fond, la seule interaction que tu as en multijoueur, c'est de pouvoir aller acheter la marchandise de la carte prospection d'un autre joueur. Au lieu d'avoir les cartes neutres, on va avoir les cartes des joueurs à notre gauche et à notre droite. Fait qu'on va pouvoir acheter leur marchandise ou acheter leur schéma d'exploration. L'affaire, c'est que je pourrais attendre la fin de la manche puis me garder une ressource en disant je vais aller acheter sa marchandise à la fin, mais je vais juste y donner à la fin, comme ça ben, il ne pourra pas planifier à long terme d'avoir cette ressource-là supplémentaire dans son tour de jeu. Fait que je trouve ça un peu maladroit. Puis quand je les joue en multijoueur, ben j'essayais justement de faire l'inverse. J'essayais de la donner tôt aux joueurs en disant « Gasto là, je veux utiliser ta marchandise, je te la donne tout de suite pour que tu puisses justement planifier tes affaires
avec cette ressource supplémentaire-là. Fait que je trouve ça un peu chien ou un peu plate parce que ça récompensera pas un joueur qui est plus rapide, parce que lui va dépenser toutes ces choses, puis à la fin, attends, je te donne ça de plus parce que j'utilise ta ressource. C'est comme, si j'avais une ressource de plus, j'aurais fait telle autre décision avant, mais là, je peux plus revenir en arrière. Fait que ça, je trouve ça un peu maladroit comme interaction, mais t'auras pas ce problème-là en solo. Vu que tu interagis avec les cartes neutres, ça change rien. Sinon, un autre roll and ride qui nous met pas de crayon à l'intérieur du jeu, tu nous mets 200 feuilles pour jouer des parties, mais il n'y a pas un maudit crayon. Ça, je trouve ça un peu plate. Sinon, oui, il y a 200 feuilles, c'est immense. J'ai jamais vu un roll and write avec autant de papier. C'est ridicule comment la boîte elle est lourde pour un jeu de flip and write. On aurait peut-être pu en mettre un peu moins parce que justement, le prix du jeu est quand même élevé. Là. Pour un jeu de ce type-là, oui, ça reste un jeu quand même compliqué, un jeu expert si on veut, un jeu de développement, mais ça reste que c'est à peu près juste des feuilles de papier là, qu'il y a dans la boîte de jeu. Puis je pense qu'en français, nous autres ici au Canada, il est proche de 80$ canadiens. Là, fait que c'est quand même cher pour ce type de jeu-là. Fait qu'on aurait peut-être pu y aller un peu plus smooth sur le papier pour rendre ça un peu plus accessible au niveau prix. Sinon, pour la petite chose qui peut peut-être déranger du monde, c'est que c'est un jeu très calculatoire, parce que c'est un jeu où on dépense des ressources, on avance sur des pistes, on développe nos trucs. Puis il y a quand même une partie du jeu qui est importante, qui a beaucoup de hasard dedans, c'est la partie des attaques des barbares, donc les Pictes. Donc quand ils nous attaquent, ben, on va retourner des cartes de façon aléatoire, puis là on va regarder selon les cohortes que tu as faites, si tu te défends ou pas. Fait que ce petit côté-là aléatoire dans un jeu qui est très planificateur, tout ça, il y a certains joueurs que ça leur plaira peut-être pas ce petit côté-là. Mais moi, ça va pas déranger personnellement. Là. Ce petit côté Tower Defense, je l'ai trouvé même sympathique. Mais il faut faire attention parce que justement, si on ramasse trop de points de disgrâce ou si on néglige nos défenses, ça peut être une bonne pénalité de points à la fin de la partie. Fait qu'il faut faire attention à ça quand on joue. Somme toute, le mur d'Adrien, je vais lui donner une note de B. Donc c'est un bon jeu de développement, de gestion de ressources, un jeu de pistes, de combos. C'est agréable à jouer. Mais pour moi, je pense que ça reste un jeu solo. Je l'ai joué quand même en multijoueur. J'étais chanceux de jouer avec des joueurs qui allaient à peu près à la même vitesse que moi parce que c'est le genre de jeu que moi je pourrais finir ma manche numéro 4. Puis là, les autres joueurs, ça se peut, je les attends 10 minutes parce qu'ils n'ont pas fini. Parce que sont plus lents à réfléchir, sont moins habitués au jeu, tout ça. Fait que ça reste un peu maladroit en multiplayer avec aussi la petite interaction qui est bizarre en multiplayer. Fait que je pense que je vous suggère vraiment, si vous allez jouer principalement en solo, je pense que ça peut être un excellent choix. Il est vraiment le fun, il est stimulant, puis on est vraiment concentré dans nos affaires. On voit pas le temps passer quand on joue à ça. C'est un jeu quand même qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie, donc il y a quand même beaucoup de réflexion à faire parce que nos ressources sont limitées. Il faut essayer de les maximiser entre chaque manche parce qu'on peut pas garder de ressources d'une manche à l'autre. Fait que c'est vraiment un beau puzzle, un beau casse-tête, donc ça a été agréable à jouer, mais il y a des petites maladresses en multijoueur, puis comme je suis un peu moins un joueur solo, ben c'est un jeu que je vais avoir de la misère peut-être à ressortir si souvent que ça, si justement je me mets pas à y jouer tout seul. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de mars 2022. Donc, le jeu qu'on va faire gagner, c'est le jeu Wrath of the Lich King. Et la question du jour est la suivante. Quel est votre roll/flip and write favori, donc votre X and write favori? Vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous supporter nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.